D'abord, moi c'est Aurélien Taché, député du Val-d'Oise. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour animer cette belle table ronde sur les visages internationaux de l'extrême droite. Donc nous avons la chance d'avoir avec nous, Cyril, viens t'installer, Sylvie Laurent, donc, qui est maître de conférence à Sciences Po Paris, historienne et politiste spécialiste des États-Unis, et qui a publié de nombreux ouvrages, mais un dernier ouvrage cette année qui est très intéressant. D'ailleurs, je crois que je l'ai avec moi, Capital et Race, et je vous invite, si vous voulez, à aller le découvrir au stand des dédicaces. Je crois qu'il est possible de l'acquérir, et puis je veux bien la mienne aussi après moi, Sylvie, hein, ma petite dédicace. Vous y parlez notamment, tu y parles notamment, Sylvie, de comment l'arrivée de Christophe Colomb en 1492 est une rupture anthropologique majeure, je te cite, qui finalement marque l'imbrication entre domination raciale et capitalisme occidental. Nous avons aussi la chance d'avoir Charlotte avec nous. Charlotte Thomas, toi tu es spécialiste de l'Inde, Charlotte, politiste aussi, spécialiste de la minorité musulmane très exactement en Inde. Tu as fait ta thèse, dont tu as publié un ouvrage aussi sur Pogrom et ghetto, les musulmans dans l'Inde contemporaine, où tu parles notamment et tu explores le premier ghetto musulman de Jawapura, j'espère que je le dis bien, et tu vas certainement nous dire pourquoi tu qualifies le régime de Narendra Modi de fasciste, puisqu'effectivement je crois qu'on peut parler de fascisme. Salvatore, bonjour. Salvatore, tu es chercheur en philosophie au CNRS italien, professeur de bioéthique à l'université de Naples. Tu es aussi engagé dans les mouvements sociaux anticapitalistes italiens et à la direction du mouvement citoyen Potere al Popolo. Popolo, d'accord. Mon italien n'est pas aussi bon que le tien, évidemment. Donc tu es un des fondateurs, je crois. Voilà. Et donc, Serine Yambai, tu es responsable de la lutte antiraciste à Podemos, et tu vas nous parler, bien sûr, de l'extrême droite espagnole, et peut-être nous dire comment vous avez fait, vous, pour la stopper, ou en tout cas stopper sa progression, parce que je crois que vous êtes un peu les seuls en Europe à avoir réussi à mettre un petit coup d'arrêt à la progression de l'extrême droite. Je dis ça sur un ton un peu léger, mais évidemment, ça ne l'est pas du tout, puisque, comme vous le savez toutes et tous, malheureusement, l'extrême droite progresse absolument partout. En Europe d'abord, et puis ailleurs, on va en parler ensuite. Mais si je vous donne juste un petit chiffre, pour ne pas assommer les uns ou les autres avec des chiffres, j'ai regardé ce que disait Statista, qui nous dit que lors des dernières élections législatives, l'extrême droite a fait au moins 10% des suffrages dans 14 pays d'Europe et qu'elle fait plus de 20% dans 8 pays d'Europe. Et la France arrive maintenant malheureusement 3e de ce triste classement, juste derrière la Hongrie et la Pologne. Donc voilà, ça dit quelque chose. Les élections législatives de juillet dernier ayant conduit le Rassemblement national à 32% des suffrages. Donc je crois qu'on est vraiment là dans quelque chose d'extrêmement préoccupant qui doit nous faire réfléchir. C'est ce qu'on va essayer de faire cet après-midi ensemble et puis tout au long de ces amphis, parce qu'il y a beaucoup d'interventions qui sont finalement sur ces différents sujets. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a le cas européen qui est terrible et il est lié notamment aux résultats que je viens de vous évoquer, mais pas seulement, puisque cette libération de la parole raciste, elle conduit à la victoire de l'extrême droite dans les urnes, mais elle conduit aussi au déchaînement de l'extrême droite dans les rues. Et ça, on l'a vu plutôt au Royaume-Uni, malheureusement, tout au cours de l'été, avec ces terribles émeutes. Vous avez sans doute entendu parler de ces émeutes racistes menées par l'extrême droite. C'est Tommy Robinson et les activistes de la mouvance d'extrême droite britannique qui ont propagé des fausses rumeurs sur finalement ce terrible drame, ce terrible assassinat de 3 fillettes par un jeune Britannique dont les parents étaient rwandais. Mais ce qu'ont dit Tommy Robinson et ses acolytes fascistes, c'est que c'était un réfugié musulman arrivé sur un bateau. Rien à voir, donc voilà, mais évidemment ça fonctionne bien pour mobiliser ces réseaux fascistes et factieux. Et donc évidemment, on a connu tout au cours de l'été des terribles émeutes. C'est, je crois, 1000 personnes qui ont été arrêtées, c'est 53 policiers blessés, 5 personnes mortes dès la première semaine. Bref, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement violent, d'extrêmement préoccupant. Et le chercheur Tim Bale nous dit que lui, il fait un lien entre ces émeutes et les votes pour le parti Reform UK, qui est donc le parti d'extrême droite britannique, puisque les émeutiers se sentaient légitimés, se sentaient finalement encouragés par ces bons résultats pour l'extrême droite britannique à passer à l'action dans la rue. Donc voilà, tout ça doit nous faire réfléchir. Le phénomène, malheureusement, ne se contente pas à l'Europe, et c'est bien pour ça donc on va parler avec Sylvie notamment des États-Unis
puisqu'on parlera de l'Espagne et de l'Italie avec Salvatore et Sévigné. Attends, je veux pas... Voilà, Sévigné. Et de l'Inde avec toi, Charlotte. Et peut-être aussi, et puis je vais tout de suite ensuite vous passer la parole parce qu'on a un programme riche, vous poser la question au fur et à mesure de nos échanges du lien entre finalement la montée de cette extrême droite et le néolibéralisme, le capitalisme d'une manière générale. On va en parler tout de suite avec Sylvie dans l'ouvrage Capital et Race, je crois que le nom est parlant. Mais pour revenir une seconde sur un petit exemple historique et on attaque. Peut-être que vous avez oublié cela, mais en préparant la conférence, moi j'ai regardé ce discours qu'avait fait Carl Schmitt en 1932, quelques semaines avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir devant le patronat allemand. Et Carl Schmitt, devant le patronat allemand à ce moment-là, avait plaidé pour un État fort, pour une économie saine. Et quelqu'un qui s'appelle Frédéric Hayek, l'un des théoriciens du néolibéralisme, s'est ensuite rendu au Chili quelques décennies plus tard, et c'était sinon un disciple, un lecteur assidu de Carl Schmitt, après les coups d'État de Pinochet, pour finalement donner une espèce de conférence sur l'idée qu'il faudrait accorder une priorité à la liberté économique sur les autres libertés. Et finalement, en faisant cela, il donne une justification à partir de son propre raisonnement néolibéral à des régimes autoritaires, qui est qu'on peut suspendre les libertés publiques en période de crise économique, que les libertés peuvent être mises de côté s'il s'agit de protéger l'État et notamment l'État économique. Et on voit bien alors là comment peut-être un début de jonction se fait entre le néolibéralisme, qui peut être compatible, mais même encourager les régimes autoritaires. Donc je mets ça comme piste de réflexion pour démarrer cette conférence, et peut-être qu'on y reviendra un petit peu au long des échanges. Mais pour attaquer tout de suite, je vais donc poser quelques questions à Sylvie, qui évidemment va nous parler de ses travaux sur les États-Unis. Je crois, Sylvie, que tu qualifies le Parti républicain américain de premier parti d'extrême droite finalement occidental aujourd'hui. Et donc peut-être que tu pourrais nous dire comment finalement on en est arrivé là. On a des élections américaines qui sont prévues cette année. Donc si Donald Trump est le candidat du premier parti d'extrême droite occidental, c'est intéressant, je pense, que tu nous en parles, que tu nous dises peut-être si finalement cette violence et ce racisme qu'on voit beaucoup aux États-Unis sont consubstantiels de la politique américaine. Je rappelle que les États-Unis ont été fondés sur évidemment le geste impérial néocolonial qui a coûté la vie à des centaines de milliers d'Amérindiens, et puis qu'ensuite il y a eu une terrible guerre civile qui a fait 750 000 morts parce que des États refusaient d'abolir l'esclavage. Donc tu reviens un peu sur tout ça dans tes différents travaux. Dans cet ouvrage, tu proposes de refaire dialoguer Karl Marx et Martin Luther King. Donc peut-être que tu peux nous parler de ce rêve américain ou de ce cauchemar états-unien. Je vous laisserai juge. Merci beaucoup Aurélien, merci aux Amphi pour l'invitation, merci à vous de venir nous écouter. Pour aller tout de suite dans le vif du sujet, je trouve très stimulante l'introduction qui vient d'être donnée, et ça me permet peut-être de donner mon approche sur le phénomène actuel de l'extrême droite. En effet, la Grande-Bretagne vient de connaître des pogroms islamophobes qui ont assez peu fait l'actualité en France, et que j'aimerais lire en regard du 6 janvier, aux États-Unis, lorsque un groupe d'Américains d'extrême droite a pris d'assaut le Capitole des États-Unis. Ça a été un véritable traumatisme. Et je voudrais mettre en regard ces deux événements pour nous mettre en garde peut-être contre le fait de penser quelque chose comme une fièvre d'extrême droite, comme finalement l'extrême droite comme hooliganisme, une version lumpen, une passion triste qui animerait les quartiers défavorisés, perdus, sous-éduqués de nos démocraties en capitalisme tardif, qui finalement, comme ça, à la faveur d'un mensonge sur un réseau social, d'une élection dont le résultat ne leur convient pas, décideraient, un peu comme une jacquerie, de sortir avec les pics et les machettes et les battes de baseball pour aller réclamer, de reprendre son parti. En l'occurrence, en Grande-Bretagne, il s'est agi non pas d'aller attaquer les immigrés, mais les Britanniques de couleur, les Britanniques musulmans qui vivaient sur place, témoignant du caractère fondamentalement racial de la démarche de révolte. Et donc, aux États-Unis, ce serait subitement, venant des contrées arriérées, de pauvres petits blancs malheureux qui, de colère, viendraient comme ça. Et je pense que les États-Unis nous permettent d'arrêter tout de suite ce script-là,
pour comprendre qu'en réalité, l'extrême droite prépare, sans être conspirationniste du tout, mais parfaitement factuelle, une reprise du pouvoir depuis à peu près une trentaine d'années. Et je trouve assez pertinent la référence à Hayek, qui, au-delà de son soutien pour Pinochet, est un de ces grands penseurs du néolibéralisme moderne, à ne pas avoir du tout, comme on l'entend très souvent, incarner un néolibéralisme qui serait une totale dépolitisation. On nous dit que la révolution néolibérale, d'abord le Mont Pèlerin, puis les économistes orthodoxes, le FMI, etc., dans les années 90 et 2000, ne s'occupent pas des questions de race, de genre, de culture, qu'ils sont pour une espèce de dépolitisation totale, avec l'idée que le marché est en dernier ressort un grand égalisateur. Et c'est une erreur d'analyse totale, puisque l'école néolibérale, en particulier celle installée aux États-Unis, était tout à fait intéressée à la question du référent occidental. Hayek a écrit beaucoup sur le fait que indispensable corollaire de la marchandisation du monde et de la marchandisation des rapports sociaux était la préséance d'un Occident fort, conscient de sa spécificité, dans lequel les valeurs du marché, de la démocratie libérale, de l'échange, de la norme patriarcale hétérosexuelle étaient le substrat culturel indispensable pour la victoire du néolibéralisme. Donc, le premier point que je voudrais dire, c'est que ni la victoire de Donald Trump, ni le 6 janvier, ni encore moins les pogroms racistes et islamophobes auxquels on vient d'assister aux États-Unis ne doivent être perçus comme le surgissement d'une fièvre qui sortirait de nulle part. Parce que les gens sont la désindustrialisation, le chômage, l'insécurité culturelle et toutes ces formes de rationalisation que l'on donne. Les États-Unis sont un laboratoire d'une lutte pour l'hégémonie culturelle qui a commencé il y a à peu près une quarantaine d'années, constituée non pas de la plèbe, mais ce qu'on pourrait appeler la plèbe moderne est très utile, mais par une espèce de coalition entre des groupes intellectuels, des milliardaires organisés, des associations de juristes, des intellectuels revenus de la période Bush, néoconservateurs, etc., qui comprennent une chose très simple, parce qu'ils ont tous évidemment lu Gramsci, c'est que la bataille doit commencer par le fait de normaliser les idées d'extrême droite dans le débat public pour faire avancer un agenda très simple qui, contrairement à ce qu'on a souvent pensé dans les milieux anticapitalistes, n'est pas du tout réduit à la question de la dérégulation, de la baisse des impôts, de choses qui seraient strictement matérielles. On le voit aujourd'hui, aux quatre coins du pays, cette espèce d'écosystème ultra puissant d'extrême droite fait passer des lois à la Cour suprême des États-Unis, fait passer des réformes, par exemple, le dernier en date, l'interdiction du fait de dormir dans la rue. Si vous suivez un petit peu l'actualité aux États-Unis, le fait de criminaliser les sans domicile fixe, unhoused, comme on dit aux États-Unis, c'est une initiative d'un groupe d'intérêt du Texas qui a écrit une loi qu'elle applique à tous les États des États-Unis où les gouverneurs, dûment élus grâce au financement de ces fondations de droite, s'assurent qu'il n'y a plus de sans-abri dans les rues et à proximité des centres commerciaux parce que ça nuit à la prospérité. Le fait que beaucoup de ces clubs d'idées s'organisent dans des réseaux internationaux, notamment les conférences NatCon, dont vous avez peut-être entendu parler, qui, de Vox à Orban, à Fratelli d'Italia, à Bolsonaro, à Zemmour et Le Pen en France, organisent, et bien sûr, y compris la sphère poutinienne, des réunions avec des intellectuels, des gens qui pensent la chose juridique, qui pensent le droit international, qui pensent la manière dont les médias peuvent devenir un levier absolument fondamental dans le fait d'obtenir le consentement des populations. Et ça passe par une chose très simple, qui est de ne plus être qualifié d'extrême droite. Et j'en reviens aux États-Unis et au fait, comme vous le disiez en introduction, la très grande difficulté de qualifier Donald Trump d'extrême droite. Je suis une des rares américanistes à dire explicitement, quand je parle des États-Unis, que le Parti républicain est un parti d'extrême droite. Ce qui fait aucun doute si l'on prend l'ensemble des critères que la science politique a établis sur ce qu'est un parti d'extrême droite. Et il est utile aujourd'hui de reprendre toute la littérature qui a été établie au lendemain de la
disparition du fascisme historique pour comprendre qu'il y avait à l'époque un outillage intellectuel, en particulier autour de l'école de Francfort, pour comprendre que l'espèce de surmoi fasciste qui est toujours présent au sein de la démocratie et qui prend le plus souvent la forme de l'extrême droite, elle n'est jamais simplement le ressentiment du peuple. Le ressentiment du peuple, le peuple par définition il est opprimé, donc par définition il est frustré. Donc le ressentiment c'est une donnée anthropologique. Pardon. Et cet appareillage intellectuel qui a pensé le post-fascisme ou le fascisme tardif, il nous est très utile pour comprendre aujourd'hui que pour attaquer l'extrême droite telle qu'elle se manifeste, il faut sortir de l'idée des hooligans, il faut sortir de l'idée des milices de rue, il faut regarder qui étaient ceux qui, le 6 janvier, ont attaqué le Capitole avec le drapeau américain comme principale arme de guerre. Ce sont des petits propriétaires, ce sont des entrepreneurs, ce sont à 90% des hommes et à 90% des blancs. Et que donc, derrière cette idée de normalisation de ce qui est un parti républicain qui, depuis très, très, très longtemps, a viré à l'extrême droite, il y a cette idée qu'il y aurait un peuple malheureux auquel on pourrait attribuer l'exclusivité de la manifestation de l'extrême droite aujourd'hui. Autre exemple, les pogroms racistes dont la Grande-Bretagne vient d'être victime. On parle en effet de Tommy Robinson, ancien du Popular Front, qui a fondé la British Defence League. C'est quelqu'un qui a compris dans les années 90 que pour qu'un parti d'extrême droite soit efficace, il fallait qu'il y ait des visages sombres pour porter la parole. Donc il a recruté massivement chez les Afro-Caribéens. Il fallait apparaître comme complètement réformé vis-à-vis des gros signifiants de l'extrême droite. Donc on n'est plus du tout raciste. On a des noirs, on a y compris des juifs qui peuvent porter la kippa, on a des ateliers cuisine caribéenne, on a y compris des ateliers LGBT, mais avec comme ligne de force la haine contre l'islam, la décadence culturelle et civilisationnelle de nous, les hommes, dont la race dépend, mais la race, ça peut être celle de l'Inde nationaliste de Modi, ça peut être celle des Brésiliens de Bolsonaro, ça peut être... Voilà, il n'y a plus de couleur. Et avec une islamophobie qui devient l'espèce de plus petit dénominateur commun de la plupart de ces mouvances d'extrême droite. Et on retrouve ça depuis le plus grand des milliardaires américains qui a réussi, il y a quelques mois, à abattre le dernier leg des droits civiques aux États-Unis, qui étaient les politiques d'affirmative action, qui donnaient une espèce de petits soutiens dans l'accès à l'université pour les populations historiquement défavorisées et stigmatisées. Ça a été supprimé. La présidente de l'université de Harvard a dû démissionner parce que ce même milliardaire a réussi à convaincre le conseil d'administration qu'elle était antisémite. Les lois contre le vagabondage et le fait d'être sans abri. L'interdiction de l'avortement, ce sont aussi un travail de fond sur 30 ans. Donc peut-être comprendre que d'une certaine façon, le combat est plus difficile à mener qu'il n'y paraît. Si ça n'était simplement qu'une bande de hooligans tatoués, enivrés du matin au soir, qui criaient des slogans hitlériens, ce serait facile. Mais les États-Unis montrent, en ayant porté un président d'extrême droite au pouvoir, et peut-être, alors même qu'il a été battu une deuxième fois, le risque est possible qu'il revienne avec une vengeance, comme on dit en américain, c'est-à-dire avec cette fois un appareillage d'extrême droite fait de tout cet écosystème intellectuel dont je parlais précédemment, qui mène le pays dans une forme de réaction comme on n'en a pas vu depuis très très longtemps. Donc méfions-nous de l'image de la fièvre pour comprendre le travail de reconquête hégémonique dans un mode gramscien établi par l'extrême droite, et c'est une quête de puissants. C'est un travail qui a été mené par les puissants et qui a comme grand principe de surtout masquer son caractère d'extrême droite, d'être parfaitement raisonnable, d'intégrer les partis de gouvernement. Et j'en finirai en disant que peut-être le plus grand parti d'extrême droite que nous avons eu en Europe, on ne l'a jamais nommé tel, c'est le gouvernement britannique de Rishi Sunak, avec 2 ministres d'extrême droite, Sula Braverman et Priti Patel, qui sont ceux qui, avant les émeutes, ont dit les immigrés dans les bateaux, qui, avant les émeutes, ont dit on les renvoie tous au Rwanda, qui, avant les émeutes, Theresa May, il y a une dizaine d'années,
faisait passer des camions dans les quartiers multiculturels de Londres avec des posters qui disaient « Rentrez chez vous ». C'est le parti de gouvernement de droite, ce sont les conservateurs, ce n'est pas l'extrême droite. Donc toujours une méfiance dans le fait d'exoticiser l'extrême droite. Je pense que le monde anglo-saxon, hélas, dans sa version très extrême et très paroxystique, nous donne un enseignement sur les différents visages de l'extrême droite et nous invite à nous méfier quand nous pensons voir l'extrême droite entrer par la porte. En réalité, elle est déjà passée par la fenêtre. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup, et je pense que tu as dit plusieurs choses et a aussi alimenté la réflexion sur, finalement, d'abord, quel rôle joue le monde anglo-saxon, les États-Unis, le monde anglais sur cette internationalisation de l'extrême droite. Je trouve que tu as donné un certain nombre de pistes, déjà en disant qu'effectivement, ce qualificatif-là, ils arrivent à le masquer avec des atours de respectabilité, et puis qu'on a des personnalités qui, effectivement, ne sont pas du tout marginales et qui sont même, dans l'espace économique, souvent les plus puissantes, hein, que ce soit Trump, le milliardaire Trump ou d'autres, qui finalement utilisent aussi des catégories populaires, elles peut-être plus présentes dans la rue, comme une espèce de paravent populaire. On avait un peu échangé là-dessus en préparant la conférence, et j'ai retrouvé ça dans ton propos. Donc c'est là aussi une façon de prestigitation, moi j'arriverai pas. Enfin bon, bref, une falsification assez habile de leur part. Charlotte, tu vas nous parler d'un tout autre continent, ou plutôt du sous-continent indien. Donc tu suis avec attention des pogroms islamophobes là-bas aussi depuis longtemps, et des pogroms qui d'ailleurs mènent à une violence absolument extrême, et notamment depuis que Narendra Modi a finalement atteint le pouvoir en 2014 avec son parti, le BJP. Ça fait donc maintenant, avec la 3e réélection de Modi en juin dernier, c'est le mois de juin, finalement 10 ans qu'il est au pouvoir, que ce système que tu qualifies de fasciste finalement est au pouvoir en Inde. Alors en France, il y a beaucoup de débats, et à juste titre, sur l'islam politique. Toi, tu parles d'hindouisme politique quand tu parles de la situation indienne qui a mené à cette situation fasciste, et tu évoques notamment un concept, l'hindutva. Peut-être que tu peux commencer par nous expliquer un petit peu tout ça. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais, j'espère parce que j'ai pas l'habitude. Donc oui, alors déjà, merci beaucoup aussi aux camarades qui ont organisé ces amphis dans des conditions très compliquées eu égard aux sessions électorales qu'on a eues. Donc merci à eux, parce que vraiment. Et puis, ouais, vraiment. Et merci à vous toutes et tous d'être ici, et merci Aurélien pour cette brillante animation. Donc oui, effectivement, moi l'Inde, il y a une actualité particulière, puisque donc Modi a été réélu pour la 2e fois pour son 3e mandat, avec une majorité moins forte que celle attendue. À l'époque, on a entendu parler de peut-être que ça allait un peu se calmer le fascisme en Inde. Alors pas du tout, puisque moi je considère que ce 3e mandat va sceller le changement d'hégémonie. Donc là, je fais référence aussi à Gramsci, donc en gros, la capacité d'imposer un leadership par la coercition et le consentement, et que donc on va acter le changement d'une hégémonie séculariste, sur laquelle je vais revenir, à une hégémonie hindouiste, sur laquelle aussi je vais revenir. Avant de passer un peu aux étapes, je vais faire 2 petits, parce que l'Inde n'est pas très très connue en général, donc je vais faire quelques remarques un peu introductives pour savoir d'où on part en fait. Parce qu'en 1947, donc au moment de l'indépendance, l'Inde est un pays qui aujourd'hui compte 14% de musulmans, 2,5% de chrétiens, et le reste ce sont des hindous pour aller vite. Et en fait là, les Indiens font le choix du sécularisme. C'est ça qui était à la base. Le sécularisme qui est un principe encore constitutionnel. Le principe, le sécularisme, c'est quoi? C'est pas la laïcité, ça y ressemble. C'est aussi la neutralité de l'État à l'égard de toutes les religions, l'impossibilité constitutionnelle de discriminer sur des questions de religion, mais il y a une séparation un peu moins stricte de l'État et du religieux en Inde qu'en France, par exemple. Et puis ça se traduisait aussi dans l'espace public, parce qu'il faut toujours regarder la géographie qui nous informe sur le social et vice-versa. Et donc, en fait, avant, l'espace public et privé, il était mixte sur le plan ethno-religieux, c'est-à-dire que chrétiens, musulmans, hindous étant divisés en castes, à niveau économique, donc à caste égale, vous viviez à côté, quand bien même vous étiez hindou, musulman, chrétien, et vous partagiez les repas, etc. etc. Bref.
Donc ça, c'est quelque chose, voilà d'où on part. La deuxième chose, c'est, moi aussi, pour dire un petit mot des termes, historiquement, en fait, le champ politique indien, il s'est constitué autour d'un immense parti qui est le parti du Congrès, qui a mené l'indépendance, qui a été créé en 1885, et qui amalgamait, en gros, de la gauche socialiste à la droite, ce qu'on appellerait la droite. Donc, pour schématiser, il n'y avait que deux familles politiques à l'égard, en dehors du Congrès, les partis communistes, parce qu'il y a plusieurs partis communistes, et donc le nationalisme hindou, qu'on n'appelle pas vraiment extrême droite, qu'on appelle nationalisme hindou, moi, hindouisme politique aussi, mais je veux dire dans le langage commun. Et la bataille des idées, elle s'est toujours faite en fait entre le Congrès et l'hindouisme politique. Voilà un peu pour cadrer. Ce serait très intéressant dans les questions éventuellement de parler du Congrès, mais bref. Ensuite, Modi, Modi donc, est élu en 2014. Alors moi, en fait, je considère que 2014, ce n'est pas le début du fascisme en Inde, c'est sa consécration institutionnelle. Parce qu'en fait, Narendra Modi, c'est quelqu'un qui est ministre en chef du Gujarat, sur lequel j'ai fait ma thèse, merci d'avoir cité le bouquin, aux éditions Karthala. Et en fait, Modi, pendant son mandat, donc de 2001 à 2014, en 2002, il se tiennent des pogroms anti-musulmans qui ont fait 2000 morts, 150 000 déplacés internes, que des musulmans, qui ont valu interdiction de visa à Modi aux États-Unis et en Union européenne. Et donc, en fait, en 2014, les électeurs et électrices indiennes, en conscience, portent cette personnalité-là de la droite, de l'hindouisme politique très dur au pouvoir. Donc la société est déjà prête, en fait, à accepter ça. Et puis, justement, à cet égard, donc moi, je considère aussi que l'Inde, en fait, on en parle très peu, parce que c'est une démocratie, je mets des guillemets, mais en fait, c'est précisément un cas d'école d'arrivée du fascisme au fascisme par les urnes, dans une démocratie formelle. Alors attention, je prends une définition très réduite de la démocratie, c'est-à-dire juste qu'il y a des élections qui se tiennent, qui sont ouvertes et dont les résultats sont acceptés par l'opposition, et avec reste encore un petit peu, on va y venir, mais un état de droit, une forme de séparation des pouvoirs. On en perd, mais... Et de fait, en fait, au tournant des années 2020, vers les années 2020, l'ONG états-unienne Freedom House, considère que l'Inde est un pays partiellement libre, et un institut suédois qui s'appelle VEDEM, que l'Inde est une autocratie électorale. Voilà. Donc déjà, sous d'autres latitudes, on s'aperçoit un peu de ce qui est en train de se passer. Moi, très clairement, je parle de fascisme, comme le disait Aurélien. Donc vous avez eu 2 conférences très brillantes, notamment celle juste avant du Gopalieta, avec Hugo notamment, sur la notion de fascisme. Alors on s'écarte, on oublie les notions que vous avez peut-être entendues dans la presse par certains chercheurs, de démocratie ethnique, national-populisme, tout ça, ça veut rien dire, parce que ça euphémise en fait. Non, là c'est un fascisme, c'est-à-dire un mouvement de masse qui essaye de régénérer une communauté imaginaire vécu comme organique, et pour cela en fait on va éliminer toutes les menaces de la société, donc les menaces ethno-religieuses évidemment, et aussi tout ce qui est mouvement de contestation syndicale, médiatique, politique, etc., etc. Bref, donc en contexte indien, ce fascisme il s'incarne dans l'hindouisme politique, que je vais maintenant définir. Donc l'hindouisme politique, déjà un petit mot de définition, c'est des hindouistes qui pratiquent ça, et pas des hindous, parce que les hindous c'est ceux qui juste sont dans la religion hindoue, mais les hindouistes ce sont ceux qui utilisent l'hindouisme comme vecteur politique. Donc l'hindouisme, dont le cœur de l'idéologie est l'hindutva, l'hindouité, qu'on pourrait traduire comme ça, c'est le fait d'être hindou, mais ça va au-delà d'une pratique religieuse. C'est un rapport culturel, c'est par exemple le végétarisme, beaucoup. C'est un rapport au monde, donc c'est vraiment très vaste. Ça se codifie à la fin du 19e siècle, en même temps que tous les mouvements de réforme religieuse qui font suite à la chute de l'Empire ottoman, d'une part, et au contexte colonial. Parce qu'on va voir qu'en fait, dans l'hindouisme politique, donc l'extrême droite, il y a beaucoup en fait de pensée coloniale britannique. C'est assez truculent. Donc l'hindutva, qu'est-ce que c'est ? C'est une conception essentialisée des gens, des hindous, des musulmans, des chrétiens, qui sont organiquement pensés comme opposés les uns aux autres. Ils ne pourront jamais s'entendre. Là, on retrouve les Britanniques, divide and rule. Donc, quand les Britanniques arrivent, le sous-continent est trop vaste pour l'administrer. Donc, il faut bien mettre dans la tête des gens qu'on va les diviser et utiliser des franges de population pour l'administration. Donc, en l'occurrence, on divise le peuple, on crée des électorats séparés hindous et musulmans, par exemple, en 1905. C'est de fait une conception de la société par essence conflictuelle et violente, puisqu'il faut se débarrasser d'un corps organique chrétiens et musulmans vécu vraiment comme quelque chose qui remet en cause la pureté du groupe. C'est suprémaciste, puisque la race, entre guillemets,
notion sociale, hindoue est vécue comme supérieure. Il y a une dimension impérialiste, puisqu'il s'agit de libérer les hindous dans tout son continent asiatique, donc de l'Asie, de l'Iran jusqu'à l'Indonésie. Et puis, c'est une conception très centralisatrice du pouvoir politique dès 1947. Du coup, l'hindouisme politique est opposé au modèle fédéral de la République indienne qui dilue justement ce caractère organique du peuple. Alors justement, à ces composantes historiques, Modi a ajouté une dimension qui est incontournable et qu'on ne peut pas évacuer si on veut vraiment comprendre le fascisme contemporain indien, c'est la dimension néolibérale, justement, qu'il a mise en œuvre, donc néolibéralisme, en gros soumission de l'État au marché, et mise au service des ressources publiques pour des acteurs privés. Et ça, en fait, il l'a fait au Gujarat depuis 2001. Parce que les grands groupes industriels dont on parle aujourd'hui, Ambani et Adani notamment, ce sont des groupes gujaratis. Ce sont des groupes dont l'enrichissement a quadruplé depuis l'arrivée au pouvoir de Modi. Et pourquoi ça c'est crucial? Parce que, alors au-delà des scandales, corruption, clientélisme, etc., ces groupes industriels financent la campagne de Narendra Modi, mais aussi achètent des organes de presse. Et donc, voilà, je vois Aurélien Saint-Toul, donc je pense à toi. Et ces grands groupes de presse, ils permettent justement de socialiser depuis plus de 10 ans la population au fait que le problème, c'est pas le groupe Ambani ou Adani qui se gave, parce qu'on est quand même sur des puissances économiques, hein, mais c'est le musulman d'à côté, le chrétien moins pour des raisons sociologiques, mais j'y reviendrai. Mais il y a quand même des attaques très fortes contre les chrétiens, attention. Et du coup, en retour, évidemment, Modi, il remercie ses potes par la cession de marchés privés, qui du coup privatisent, donc qui vont aussi à rebours des intérêts du peuple. Voilà à peu près. Et ça, comment ça se diffuse, cet hindouisme politique? Par la socialisation donc et la violence à l'égard des minorités. Alors il y a notamment un organe qu'il faut vraiment retenir qui s'appelle le RSS, donc le Rashtriya Swayamsevak Sangh, qui est en gros le groupe des volontaires nationaux. Ce groupe est crucial, le RSS, il a été fondé en 1925 sur le modèle des phalanges fascistes, dont il emprunte tous les codes. Chemise brune, entraînement militaire, port d'armes, parce qu'on socialise la société, enfin les hindous, à défendre l'Inde par la violence, vraiment, par les armes, quoi. Et donc, ça, Modi, c'est le premier ministre à venir du RSS. Donc, c'est une structure dure. Et le RSS va socialiser, en fait, la population. Et puis, après-guerre, justement, il y a aussi une myriade d'associations qui se créent, qui font partie de la famille du Sangh Parivar, si vous voyez pas ça, bref. En gros, il y a plein de petites structures qui vont s'adresser à chaque section de la société hindoue. C'est-à-dire en fonction des castes, il y a 4 grandes castes, mais il y a plus de 30 000 jatis, donc des sous-castes, qui vont s'adresser aux femmes. Il y a aussi un groupe qui s'adresse aux musulmans. Et donc, en fait, ça va là donner du service public, en gros, donner de l'aide sociale en échange d'une socialisation à l'hindouisme politique. Et là, un insert avant de venir aux périodisations. Le titre de la conférence, c'est les visages de l'extrême droite, parce qu'il faut évidemment incarner par des figures, mais il faut vraiment se prémunir de ça, et ça rejoint un peu ce que disait Sylvie. C'est pas une personne qui a amené le fascisme, hein. C'est vraiment une socialisation qui dure depuis des années par plein d'organes et des décennies. Donc vraiment, c'est un phénomène de société. Et puis maintenant, j'en viens donc dans les 10 minutes qui me restent, à la périodisation, à la trajectoire d'hégémonisation de l'hindouisme politique en Inde. Alors, pour la clarté de la démonstration, je vais me concentrer uniquement sur ce qui concerne la dynamique raciste et xénophobe en fait, à l'égard des musulmans, mais ça touche aussi les chrétiens, comme je vous l'ai dit, dans une moindre mesure, et surtout, un petit là en introduction, de cette deuxième partie, vraiment, il ne faut pas perdre de vue la dimension néolibérale, parce que toutes les 3 étapes que je vais vous décrire ensuite, elles se sont toutes accompagnées de dérégulation et de libéralisation du marché. La tentative la plus massive a été celle en fait, pour libéraliser le marché agricole, qui a donné lieu entre 2019 et 2020 à la plus grande grève qu'on ait jamais vue, je pense, dans le monde, autour de Delhi, avec les paysans qui ont fait des sièges pendant plus d'1 an, justement pour lutter contre ça. Et puis, en termes très clairs, comment ça se traduit? Alors, en chiffres macroéconomiques, on a un taux de chômage de plus de 10%. Dans un pays de plus d'1 milliard d'habitants, ça fait du monde. Ça touche principalement qui? Les jeunes et les éduqués, ceux qui ont porté Modi au pouvoir depuis 2014, donc c'est truculent là aussi. Et et puis une explosion des inégalités, là aussi c'est un phénomène structurant qu'il faut garder en tête sur les politiques de l'identité, parce que le rapport mondial des inégalités 2022, montre qu'il l'écart n'a jamais été aussi fort entre les riches et les pauvres. 10% des Indiens détiennent 57% du PIB.
Donc plus que sous la période coloniale, les écarts sont plus forts. Et 50% des plus pauvres ne détiennent que 13% du PIB. Donc voilà. Et dans le même temps, en fait, il y a une explosion des milliardaires. Alors, pour revenir sur les 3 étapes de la mise en place de cet État fasciste, il y a 3 séquences qui sont les 3 mandats, pour aller vite. Donc 2014-2019, c'est la mise en place d'un gouvernement qui pratique l'autoritarisme autoritaire. Ça se traduit par une mise en œuvre de facto de la citoyenneté de seconde zone chez les musulmans. Donc je viens à ça. Alors là, en fait, c'est de facto. Donc on ne passe pas encore par le droit. Et ça se passe comment? Ça passe principalement par des groupes qu'on appelle vigilants, donc des groupes violents, qui vont, au nom de la défense de la vache, vont commettre en fait donc défense de la vache, végétarisme, qui incarne l'identité hindoue, contre les barbares qui consomment de la viande, donc les chrétiens et les musulmans. Et ça passe par la mise en place de brigades armées et violentes qui vont faire des véritables lynchages en pleine rue de musulmans et de musulmanes, mais notamment d'hommes, dont certains trouvent la mort. Enfin, il y a des lynchages à mort. Ça se passe dans le silence assourdissant de l'État. Le Premier ministre ne dit rien, ou alors il dit 4-5 jours plus tard. Et donc, du coup, ces milices, elles bénéficient d'une protection politique et juridique. Et puis ça passe aussi par, par des petits morceaux de loi, mais encore très très légers, quoi, avec des États qui adoptent des législations sur la vache de plus en plus, qui se multiplient, pardon. Ça passe aussi par une mise à la marge des éléments qui sont dits anti-national. Donc, mais d'abord les étrangers. Donc on vire Greenpeace et Oxfam. On met la presse, on commence à mettre la presse au pas, avec notamment l'assassinat de Gauri Lankesh, qui était une journaliste très connue. Et puis on commence tranquillement à surveiller la population de façon massive, avec la mise en place d'une sorte de carte d'identité, mais qui n'a rien à voir avec la nôtre, qui recoupe beaucoup de données biométriques. Ça, c'est la première étape, donc c'est de facto. La deuxième étape, 2019-2024, c'est la consolidation et l'institutionnalisation de cet étatisme autoritaire qui est lié au fascisme, consubstantiel. Et là, on va passer par le droit. Donc, il y a notamment deux lois, mais notamment 2 qui sont très importantes, qui font partie du programme de l'hindouisme politique depuis sa création. Donc, c'est la suppression du statut spécial du Jammu et Cachemire, qui est un État à majorité musulmane, suppression qui est anticonstitutionnelle. Et il y a la construction du temple hindou du site d'Ayodhya, qui est un lieu contesté entre chrétiens et musulmans. Bref, là-dedans, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ces 2 décisions ont été contestées par des groupes de citoyens, notamment musulmans, et la Cour suprême, qui jusqu'à là était connue pour son indépendance, a suivi le gouvernement, ce qui a donné lieu à beaucoup d'analyses montrant justement la politisation à laquelle était en train de tomber la Cour suprême, ce qui rejoint la mise en danger de l'état de droit. Et puis, la troisième aussi décision donc, par le droit, c'est l'adoption de nouvelles lois sur la citoyenneté en 2019 qui ne concernent que les musulmans du Pakistan, d'Afghanistan et du Bangladesh, mais qui induit une discrimination sur le fait religieux parce que ces musulmans de ces 3 pays n'auront plus accès à la même procédure d'accession à la citoyenneté indienne que les hindous. Donc ça, en fait, ça contrevient là aussi à l'article 15 de la Constitution, mais la Cour suprême a suivi. Donc là, on voit, ça commence quand même à se durcir un peu. Et puis, la répression qui était d'abord sur les étrangers, ça se rapproche aussi. Donc c'est notamment sur la classe politique, l'utilisation du droit pour criminaliser l'opposition, notamment via Rahul Gandhi. C'est les militants des droits de l'homme avec qui j'avais travaillé pour ma thèse, mais qui sont régulièrement arrêtés, puis relâchés faute de preuves, et puis réarrêtés, c'est du harcèlement administratif. Les artistes, notamment les acteurs, parce que le cinéma indien est très porté par des acteurs musulmans, notamment Shah Rukh Khan, qui lui aussi en fait est mis en difficulté, son fils est arrêté. Les scientifiques, 2 historiennes très connues, dont une indienne qui travaille en fait, qui remettent en cause le travail, la pensée hindouiste. Donc elles se font aussi, leurs œuvres sont interdites, elles ne peuvent plus, Wendy Doninger n'a plus le droit de venir en Inde, etc. Et les journalistes, alors là on a passé un grand pas en avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a plus de contestation dans la presse, globalement dans la presse indienne, à part quelques organes de presse indépendants, tous les autres journalistes sont partis ou ont été virés. Ça se traduit aussi dans l'espace public, j'essaye d'aller vite, l'espace public, parce qu'en fait, ce que je vous ai expliqué du début, il y a chaque émeute et chaque pogrom, notamment les pogroms de 2020 à New Delhi, oui, que j'y reviendrai si vous voulez dans les questions, mais bref, j'essaye d'aller vite. Ça se traduit en fait par une séparation croissante des communautés. Il y a une safranisation, safran c'est la couleur de l'hindouisme politique, de l'espace public. Donc on érige, on met des statues hindoues partout, des drapeaux orange. Ça, c'est un rappel quotidien que en fait, c'est la pensée politique dominante.
Et puis on contraint les pratiques résidentielles et de déplacement des musulmans pour en fait ségréguer le territoire national. Et il y a beaucoup de travaux, et moi j'avais travaillé sur ça aussi sur le Gujarat, mais des néo-apartheid cities, c'est-à-dire un peu, et il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites avec ce qui se passe en Cisjordanie en l'occurrence, c'est-à-dire en fait un territoire qui est juste morcelé avec des tout petits archipels musulmans qui restent, mais plus de mixité dans les pratiques d'installation. Ce qui était crucial, hein, enfin vraiment. Et puis ensuite j'arrive à ma 3e période, 2024, qui vient de s'ouvrir pour vraiment, alors on est vraiment dans la mise en œuvre institutionnelle d'un État fasciste, et pour 2 raisons très factuelles. Hein. La première, c'est que, je vous ai parlé du RSS, ce groupe qui a l'air très très sympathique par ailleurs, premier groupe prosélyte au monde. Donc là aussi, quand la presse raconte tout un tas de trucs, non, les premiers, c'est des hindouistes, hein, les plus vénères. Bref, donc le RSS, ce groupe-là, en fait, depuis 1947, avait interdiction d'intégrer la fonction publique et d'être juge, quoi, et la justice, pour des raisons assez évidentes. Bon, et bien là, en fait, ça vient d'être annulé. Maintenant, le RSS, c'est tout récent, ça s'est passé en juillet, le RSS a le droit d'intégrer la fonction publique. Le gouvernement BJP a aussi donné l'administration d'un type d'école, bref, qui forme 30% des cadets de la police au RSS. Donc, vous imaginez un peu ce que ça va produire. Et puis, la grande marotte de Modi, c'est des hindouistes, c'est la mise en œuvre d'un code civil uniforme, parce qu'aujourd'hui en Inde, les chrétiens et les musulmans sont réjouis par leurs propres lois communautaires, les divorces, les mariages et l'héritage notamment. Et ce code civil, c'est une marotte parce qu'en fait, ce serait un alignement sur les pratiques hindoues. Bon, bah là, il y avait le discours sur l'indépendance le 15 août. Enfin, je rigole, mais ça me désespère, honnêtement. Moi, j'ai commencé à travailler sur une démocratie. Ça me brise le cœur, ce qui se passe. Mais bref, donc le discours du 15 août sur l'indépendance, Modi a évoqué ce code civil uniforme. Donc là, ce sera vraiment la fin entérinée du sécularisme indien. Et puis, l'alignement des élections fédérales sur les élections générales, histoire d'avoir vraiment une hégémonie politique assurée. Voilà un peu sur ces 3 étapes et sur donc vraiment un régime fasciste qui existe en Inde, ce qui fait d'ailleurs qu'ils ne veulent plus trop que je vienne. Et en conclusion, voilà pourquoi, donc vous aura pas échappé que Macron est super pote avec Narendra Modi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le néolibéralisme, les accords néolibéraux, etc., et qu'il y a aussi... Une dernière remarque, il y a un génocide qui risque de se passer sur un peuple premier dans les îles Andaman où on construit une base militaire contre la Chine. Et nous, évidemment, on soutient tout ça puisque ça sert quand même nos intérêts, alors que notre balance commerciale, si c'est ça qui intéressait notre chef de l'État, est forcément fortement déficitaire. Donc en plus, il y a vraiment... ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut retenir un alignement idéologique qui ne sert même pas des intérêts économiques. Voilà. Merci beaucoup Charlotte, c'était vraiment passionnant et précis. On a pu suivre à chaque étape finalement comment en Inde le fascisme s'était installé au pouvoir, et on retrouve évidemment des points assez saillants de ce que nous a aussi présenté Sylvie sur le monde anglo-saxon, avec encore une fois des élites qui prétendent défendre l'identité, une identité fantasmée, c'est celle d'un peuple, celle de catégories populaires, et qui sont surtout là en réalité pour mener des politiques de défense d'intérêts économiques, de libéralisation et au service des marchés. Alors on va du coup maintenant revenir un peu en Europe avec toi Salvatore. Effectivement l'Europe a été celle qui a malheureusement, je crois on peut le dire, enfanté le fascisme il y a maintenant un siècle avec Mussolini, et qui le fait finalement revenir avec Giorgia Meloni. Alors peut-être que tu vas pouvoir nous dire un petit peu finalement quelle a été la trajectoire de ce néo-fascisme italien. Il part du mouvement social italien jusqu'à Fratelli d'Italia. Certains parlent d'ailleurs de post-fascisme. Alors je m'interrogeais de savoir ce que tu pensais de cette notion. On pourrait peut-être là aussi, tout à l'heure, Charlotte refusait qu'on parle de démocratie ethnique pour ne pas euphémiser le fascisme indien. Est-ce que le post-fascisme est une façon d'euphémiser le fascisme italien ? Est-ce que c'est pertinent ? Bref, peut-être que tu peux nous éclairer un peu sur tout ça, Salvatore. Merci. Merci pour cette invitation, et merci aux camarades qui ont organisé tout ça. C'est très important, tout ce que vous faites pour nous aussi. Comme vous imaginez, la situation de la gauche en Italie, en général des mouvements sociaux, n'est pas facile, mais grâce à vous, on trouve des moyens de résister, on trouve une imaginaire, on trouve beaucoup plus de possibilités pour mener la lutte en Italie aussi. Et avant tout, une autre prémisse,
qui est lié à ce que Sylvie, en général, Sylvie m'a aidé beaucoup dans l'analyse parce que ma thèse sur la situation du néofascisme italien, c'est presque pareil en fait. Je crois que c'est très important des moments comme des débats comme ces débats, parce qu'on voit très bien que la droite s'organise au niveau international. On parlait justement des figures qui circulent à l'intérieur de la droite au niveau international. Par exemple, je peux dire que Meloni a eu des connexions très profondes avec Bannon, qui a organisé, qui a participé. Surtout, ils sont donner de l'argent pour créer une pensée, pour créer un discours hégémonique, pour créer de la communication. Donc, c'est très important de répondre à cette vision du monde avec une certaine profondité. Je pense que ils sont en train de travailler pour créer une configuration d'essence. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas le capitalisme, évidemment. Ils veulent un capitalisme, ils veulent un capitalisme sans limite, mais en même temps, ils essaient de donner une forme au monde en posant des limites dans la vie individuelle, dans la circulation sociale, on peut dire. Donc, je pense qu'on peut voter contre tout ça, on peut même voter pour peur, mais pour s'engager vraiment, il faut une autre idée du monde. Il faut une idée de vie alternative, il faut une idée d'être au monde tout à fait différent. Et je pense que nous devons construire au niveau international cette autre vision. Parce que sinon, bon, comme en Italie, c'est toujours passé, on va faire un front antifasciste avec les mêmes gens, les mêmes libéraux qui ont fait passer les lois contre notre peuple, contre les classes populaires. Donc ça, c'est un risque. En fait, quand on mène une bataille antifasciste, il faut être clair sur quelle est la signification et les raisons du fascisme. Pourquoi est très connecté avec la crise du capitalisme. Là, je viens justement à ta question, parce que justement en Italie, ce qui s'est passé, il faut refuser certains stéréotypes. Je dirais très rapidement les choses que j'ai lues sur la presse française. Bon, déjà, il y a le fascisme en Italie. Meloni a pris beaucoup des voix des classes populaires, en général beaucoup de voix. Meloni, c'est les résultats d'une réaction, des ressentissements. Je dirais pas du tout, en fait. Pas du tout. La droite italienne, l'extrême droite italienne, c'est le résultat d'une longue marche qui a été déterminée justement par la crise du capitalisme en reconfiguration générale de la société européenne depuis de la chute du mur de Berlin. Ce qui se passe en Italie, qu'il y avait deux possibilités, une modernisation du capitalisme qui avait été bloqué pendant 40 ans avec une seule partie au pouvoir, la démocratie chrétienne, et la possibilité que les anciennes forces communistes devenues social-démocrates arrivaient au pouvoir et moderniser le capitalisme, bien évidemment dans un sens néolibéral et une sorte de néolibéralisme protectionniste pour la petite et la moyenne bourgeoisie qui est en difficulté parce qu'avec la globalisation, en fait, c'est un problème parce qu'ils ne sont pas la dimension d'entreprise pour compéter avec les grands capitaux internationaux. Ce qui s'est passé en Italie avec Berlusconi a été le nom de cette réaction et a été l'homme politique qui a permis aux anciens fascistes qui déjà étaient part du système en tant que force anticommuniste, parce que vous savez que depuis la Deuxième Guerre mondiale, les mouvements sociaux italiens trouvent une raison d'être passant du côté, je dirais, contre les Américains, à côté, je travaille avec les Américains, avec la CIA, pour empêcher une révolution communiste en Italie. Donc, les néofascistes étaient déjà dans le système, mais avec Berlusconi, ils arrivent au pouvoir, ils sont des ministères, ils sont les 14% des voix. Donc, c'est vrai qu'ils n'étaient pas les chefs du gouvernement, mais ce qui se passe, en fait, c'est que les votes que Meloni a pris, qui sont beaucoup moins
soit au niveau des partis, soit au niveau des blocs des centres-droites, sont beaucoup moins du vote que prenait Berlusconi, bougent à l'intérieur de la même coalition. Les gens des centres-droites, qui ne sont pas les pauvres, sont pas, en général, c'est évident, la démocratie, toutes les partis, on tient comme un vote interclassiste. Donc c'est évident que aussi les classes populaires votent les centres-droites. Ils ont toujours voté la démocratie chrétienne aussi. Donc ce n'est pas une surprise. Mais beaucoup moins des votes qui Berlusconi prenait pendant 20 ans. Donc on peut dire qu'on a une bonne nouvelle. En fait, les projets des gouvernes des Meloni est assez fragile. Les élections, déjà aux élections politiques, avaient remporté 6 millions de votes et sur 51 millions d'électeurs. À cette élection européenne, elle a perdu presque 1 million de votes après 1 an et demi de gouvernement. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que le gouvernement va tomber pour sa propre crise et ses propres défauts. Mais la mauvaise nouvelle, en fait, c'est que tous ces projets ont une possibilité de s'y tenir parce qu'il n'y a pas d'opposition dans les pays. Pas seulement on n'a pas une opposition des centres-gauche qui soit frappante, on a une société italienne qui, depuis plusieurs crises, a été déprimée. Ils ont essayé d'échanger quelque chose avec le mouvement 5 étoiles. Ça n'a pas marché parce que le mouvement 5 étoiles était un mouvement post-idéologique qui s'est allié avec tous les gens, les banquiers, avec les partis d'extrême droite, donc avec les partis de centre-gauche, donc ils ont fait n'importe quoi. Et là, les gens sont plutôt déprimés. Donc les problèmes que nous avons en Italie, ce n'est pas la force d'un projet qu'on a déjà vu avec Berlusconi. C'est la même base sociale et en plus, c'est une base sociale qui, historiquement, c'est assez condamné. C'est la petite moyenne bourgeoisie, c'est le monde de l'évasion fiscale, c'est le monde qui, devant le capitalisme, va perdre de plus en plus de pouvoir. Le problème, c'est que face à tout ça, on n'arrive pas à construire une réponse des masses au niveau adéquat, au niveau du défi. Et donc, on doit travailler sur ça, bien évidemment, mais on ne doit jamais oublier en fait que Meloni, c'est un projet assez faible. On l'a démontré, en fait. On s'est vu avec la question de la négociation pour les gouvernements européens. En fait, Meloni ne peut pas faire ce qu'a promis à son base sociale. Elle est obligée de rester dans les cadres de la politique néolibérale européenne. Elle est obligée de rester alliée à l'OTAN. Les gouvernements que nous avons maintenant, c'est les gouvernements les moins souverainistes, je dirais, de l'histoire d'Italie, et c'est les plus atlantistes qu'on a jamais vus. Donc, la seule possibilité du gouvernement de Meloni de changer l'ordonnement institutionnel, la constitution italienne, c'est justement de presser sur les Américains, de se présenter comme quelqu'un qu'on ne peut pas substituer en ce moment et tenir une force qui vient de l'étranger pour changer la situation interne italienne. Elle peut y arriver si nous, en tant que militants politiques, on n'arrive pas à créer dans la société des raisons d'activation. Parce que les gens ne sont pas avec Meloni, et en général, ils s'en foutent de la politique en ce moment. Il faut faire passer l'idée que faire de la politique et que mobiliser, en fait, ça sert à quelque chose. Si on arrive à faire ça en Italie, je crois que le gouvernement Meloni ne va pas terminer son mandat. Par contre, si nous, on n'arrive pas à motiver la société, parce que notre problème, ce n'est pas le fascisme en ce moment en Italie, c'est beaucoup plus la dépolitisation, ou je dirais plutôt le fait que le fascisme, c'est un produit de la dépolitisation. Merci beaucoup Salvatore. C'est clair que le fascisme ne peut prospérer que sur le vide politique. Alors on voit quand même au fur et à mesure des interventions et que cette conférence avance
des choses assez similaires finalement. Enfin, voilà, on retrouve des choses similaires dans vos différentes interventions. Hein. Le fait que l'extrême droite ne se limite pas donc à des marginaux et qu'il y a bien des élites puissantes qui s'emparent de ces idées-là pour pouvoir se maintenir au pouvoir, défendre le marché. Le fait que finalement les droites classiques ont souvent pavé le terrain et sont même parfois presque plus mieux-disantes que ceux qu'on qualifie au sens strict d'extrême droite. Et tu apportes en plus, je trouve, avec ton intervention, un élément supplémentaire, Salvatore, en disant que finalement la base populaire de tout ça est très faible et que ça prospère sur le manque d'antidotes et le manque donc de force de gauche, finalement, en capacité d'apporter une réponse. Et ça me fait penser à ce que disait tout à l'heure, on présentait les nouveaux députés tout à l'heure, et Raphaël Arnaud disait qu'il avait été notre camarade antifasciste en Angleterre et en Italie cet été, et que les Italiens comme les Anglais lui avaient dit chérissez la France insoumise, les Français, chérissez vous militants votre mouvement, parce qu'il y a peu d'endroits en Europe et dans le monde où il y a une force aussi clairement de gauche et antifasciste pour apporter des réponses politiques à cette extrême droitisation générale. Alors peut-être qu'il y a un autre espoir qui va nous venir de l'Espagne avec Podemos, où vous avez quand même vous été en capacité les amis et les camarades espagnols de stopper un peu ce retour de l'extrême droite, même si elle est toujours présente, et tu vas nous en parler, Serigne. Elle est revenue en 2013, je crois, dans le paysage espagnol avec Vox, l'extrême droite. Le traumatisme du franquisme avait fait que jusqu'ici, elle restait dans les marges, mais finalement, quelque chose a dû sauter aussi en Espagne, puisqu'elle revient à ce moment-là. Mais aux élections législatives de 2023, je crois que Vox perd 19 députés sur 53. Donc l'action que vous avez dû mener a été déterminante, et évidemment ça peut être pour nous source d'inspiration. Donc si tu peux nous en parler, Serigne, ce serait vraiment formidable. Merci. Bonsoir, je vais essayer de me débrouiller en français parce que je suis en train d'hésiter de parler en espagnol ou bien en français, mais je crois que je peux me débrouiller un peu en français. Ouais. Sinon, je crois qu'il y a une traduction. Et merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et vraiment, c'est un plaisir d'être ici dans cette salle et pour partager ce moment qui est un moment très important pour la lutte contre le racisme, la lutte contre aussi le fascisme. Et parler de ce problème-là, je crois qu'au niveau européen, nous sommes à un niveau très dangereux de l'avancée de l'extrême droite. Et nous, depuis Podemos, que je suis aussi avec une camarade ici, et on vous transmet premièrement notre soutien, et on a suivi de très près les élections françaises, et chapeau à la population française pour aussi stopper l'extrême droite. Et parler de l'extrême droite et son avancée, je crois que en fait, c'est une préoccupation dans le monde entier, et surtout en Europe, parce qu'on voit comment l'extrême droite est en train d'avancer. C'était quelque chose qu'on croyait mort, mais jusqu'à présent, pues le fascisme est ici vivant, et on a vu comme il est en train de se développer partout. Et parler de ça, directement, je vais donner un exemple en Espagne de Vox, qui est le parti politique le plus grand, le parti fasciste, le parti raciste d'extrême droite, qui est le plus grand de son naissance. Et juste après aussi, les années 2014, avec le référendum en Catalogne, et aussi la grève internationale nationale féministe en Espagne. Et comme tout le monde, nous le savons, et les fascistes et les racistes, l'extrême droite, sont des personnes comme des suprémacistes. Parce qu'ils ont une idée qu'ils sont plus que tout le monde. Et le féminisme, pour eux, n'existe pas. Ils sont racistes, anti-LGTBI, aussi et islamophobes et tout. Quand il y a ces mouvements, directement, on voit comment sortent ces racistes. Et petit à petit, comme aussi ils ont un haut-parleur, le haut-parleur, ce sont les réseaux sociaux, le haut-parleur, ce sont aussi certains médias de communication qui font transmettre leur message. Et avec ça, pues, Vox a pu gagner beaucoup de votes et aussi a pu entrer dans le Parlement espagnol et dans beaucoup d'autres localités. Et on a vu clairement la violence des discours dans la politique, la présence de ces violences, et aussi maintenant, comme on l'a vu partout en Europe,
la violence. Et on l'a vu, ça fait peu de temps dans les pays européens, que c'est un problème grave, c'est un problème qu'il faut se lever pour stopper cet avancement de l'extrême droite. En Espagne, et surtout, toujours on le dit, il y a des fois, le problème, c'est la division de la gauche. Et on a vu et on a pu stopper l'extrême droite, surtout quand la gauche s'est unie dans les élections pour stopper ce que c'est l'extrême droite. Et je crois que cette partie-là, c'est un parti fondamental. Parce qu'aussi, il ne faut pas céder le terrain pour l'extrême droite. Eux, ils ont les moyens, bien, ils ont les réseaux sociaux, mais aussi avec des politiques justes, des politiques sociales et des politiques courageuses, on peut freiner l'extrême droite. L'extrême droite est réelle. Il y a des fois, la gauche est un peu la partie qui n'est pas réelle. Parce qu'on ne peut pas promettre des choses et faire autrement. C'est ça qui fait que l'extrême droite va petit à petit gagner du terrain. Et toujours, c'est pour cela qu'on insiste sur l'union de la gauche pour freiner ça. L'union de la gauche pour aussi les politiques sociales. Parce que les gens ont la peur. Par exemple, les discours de l'extrême droite, les discours, surtout les discours anti-migratoires, c'est un discours capital que l'extrême droite a partout en Europe. Ça, c'est un signe de l'identité de l'extrême droite. L'immigration, le racisme, est un discours qu'ils ont et est un discours qu'ils véhiculent partout. Et ce discours, on peut couper ce discours par une chose très simple. Ce sont les politiques qu'on applique. Mais si on a une gauche un peu mou, c'est un peu difficile dans ce sens. Parce qu'on voit dans les réseaux sociaux comment circulent tous ces mensonges, comment circulent toute la désinformation. Mais il y a des fois, dans les gouvernements, on doit législer des lois, pardon, que je suis en train de parler espagnol, des lois qui peuvent stopper ces genres de mensonges. Parce qu'aussi, si quelque chose n'est pas vrai, n'est pas juste, on ne peut pas permettre que ces mensonges continuent de circuler. Et surtout, c'est le point fort de l'extrême droite. Et le problème aussi de l'islamophobie et le racisme qu'on vit. Moi, comme expérience, je crois que j'ai 1000 exemples à donner sur ce sens. Mais aussi, il faut avoir le courage parce que le fascisme, seul ce qu'il veut, c'est la suprématie. Et seulement aussi, on peut le stopper aussi pour être courageux, pour être au-devant de la scène et démonter tous ces discours de l'extrême droite. Comme je l'ai dit, je le répéterai toujours, il faut que les gens soient conscients. Cette partie de la jeunesse que jusqu'à présent n'est pas conscient, c'est cette partie que l'extrême droite va capter vers les réseaux sociaux. Aussi, notre devoir, c'est de lancer ces messages. Notre devoir, c'est aller vers ces jeunes, former les jeunes, qu'ils soient politiquement conscients de la situation. Parce que ces gens, comme négationnistes, et on a clairement des exemples, le négationnisme du changement climatique, on a les exemples, on voit tout, mais ce qui reste, c'est conscientiser aux gens pour qu'ils puissent voir que ces discours que véhicule l'extrême droite, ce sont des discours faux. Et les guerres, par exemple, les partis de l'extrême droite appuient ces guerres parce qu'ils appuient ce que c'est le capitalisme. Et le capitalisme nuit l'humanité. Le capitalisme renforce les déplacements partout parce qu'il y a le changement climatique, il y a des guerres, les réfugiés qui se déplacent, il y a des milliers de morts partout. Et je crois que c'est un devoir humain pour faire une alliance dans tous les pays, une alliance européenne, une alliance mondiale pour stopper et freiner l'avancée de l'extrême droite. Je crois que on m'a pu entendre un peu me débrouiller en français. Merci beaucoup. Très bien même. Très très bien. Et ce que tu as dit était très intéressant parce qu'on voit que finalement l'extrême droite prospère sur l'apolitisme ou la dépolitisation, comme l'a dit tout à l'heure Salvatore, mais il prospère aussi sur la faiblesse ou
ou les promesses non tenues de la gauche, et tu as insisté sur l'unité nécessaire de celle-ci pour finalement répondre à cette extrême droite. C'est un message qu'on a bien entendu et dont je crois, ici à la France Insoumise, on a parfaitement conscience et on œuvre dans le cadre du nouveau Front populaire pour que cette gauche reste unie. Merci à tous les quatre. Alors je vais bien sûr passer la parole à la salle pour quelques questions. Je veux juste vous dire 2 minutes de plus la réflexion que tout ça m'a inspiré. Vous avez tous les quatre, bien insisté sur effectivement... et j'avais essayé dans l'introduction de poser un petit peu la question sur les liens entre néolibéralisme et montée de l'extrême droite. Donc moi, je voudrais venir vraiment un instant pour parler un petit peu de la situation française sur ce que je disais au début sur ce fameux Schmitt qui a inspiré Hayek. Peut-être que c'est utile de redire pourquoi j'ai voulu parler de ça. Quand il a fait ce discours devant les patrons allemands, Schmitt, c'était dans un contexte où finalement Brüning, qui dirigeait le gouvernement allemand, venait de le consulter parce que le Parlement allemand avait rejeté un plan d'austérité. Et il consulte Schmitt en lui demandant si finalement il peut quand même appliquer ces mesures économiques contre effectivement le Parlement qui a refusé ça, contre finalement la démocratie. Vous allez me voir venir assez vite. Schmitt dit oui, et tu devrais même aller plus loin. Prendre l'article 48 de la Constitution allemande, décréter l'état d'urgence, qui normalement était fait pour des choses extrêmement graves, hein, la guerre ou autre, au nom d'un état d'exception économique, parce que finalement l'économie allemande est en danger, et comme je le disais au début, pour Schmitt, eh ben, ça justifie qu'on mette les libertés publiques finalement en suspens, ça justifie éventuellement qu'on s'assoie sur les votes du Parlement, bref, ça justifie un libéralisme autoritaire, c'est le nom qui a été ensuite donné. Et effectivement, il s'empresse, Brüning, hein, qui est à la tête du gouvernement allemand, de s'appuyer sur Schmitt pour pouvoir mener ça à bien. Donc il mène un programme extrêmement dur sur le plan économique, austéritaire, une déflation terrible. Les Allemands sont dans la pauvreté et bien sûr le résultat politique ne se fait pas attendre puisque seulement 2 ans plus tard on a effectivement un bloc bourgeois qui va s'effondrer, un parti nazi qui va exploser et beaucoup d'historiens, je pense à Christian Witt ou à d'autres, ont démontré comment finalement toutes les mesures, et c'est ce que disait aussi Sylvie et plusieurs des intervenants, toutes les mesures qui finalement seront mises en œuvre ensuite, la voie avait été ouverte, la voie avait été pavée sur le plan antidémocratique au nom d'un intérêt supérieur économique par des gens qui n'étaient pas dits d'extrême droite, par des gens qui étaient finalement la droite ou le centre-droit classique, comme tu l'as aussi dit, Salvatore. Et donc on peut se poser la question de savoir, dans le contexte français, avec un président de la République qui ne veut pas reconnaître le résultat des élections législatives, qui a un goût certain pour le fait de légiférer par une voie autre que le Parlement, c'est-à-dire ordonnance 49.3 et autres joyeusetés du genre, si finalement, avec cette extrême droite qui est, je le disais, la 3e plus forte d'Europe, qui est 32% des suffrages aux dernières élections législatives, on n'a pas quelque chose un peu du même ordre. Voilà, le parallèle a certainement sa limite, mais en faisant cette table ronde, en échangeant avec vous pour la préparer, en vous écoutant dans vos présentations, c'est quand même quelque chose qui m'est venu. Attention, parce qu'effectivement, quand on a affaire à des gens qui considèrent que le programme néolibéral, le programme économique d'Emmanuel Macron, c'est lui qui le dit, hein, ne doit pas être remis en question, ni même quand le résultat d'élection vient le contredire, on a le début de quelque chose qui pourrait ensuite mener au pire et peut-être au fascisme. Voilà, merci à tous, toutes et tous les intervenants pour vos questions, mais on va vous garder un petit peu parce que j'imagine que le public a des questions pour vous. Alors on fait passer les micros. Bonjour, j'avais des questions sur l'Inde, donc ça s'adresse à Charlotte, c'est ça. Moi je me posais quelques questions, notamment les actions autour de la vache et tout. Comment ça a commencé et comment ça s'est organisé? Parce que j'avais écouté des choses, notamment sous le mandat d'Indira Gandhi, où il me semble qu'il y avait déjà des tensions autour de cette question. Et j'en pose une seule ou... Oui. Essaye de tout ramasser comme ça. Ah oui, une plus importante. Que fait la gauche en Inde en ce moment? Merci pour cette question. Super. Et puis après, peut-être, on va en prendre plusieurs d'un coup parce que sinon. Oui. Bonjour, merci aux 4 intervenants. Moi, ma question porte plutôt sur le rôle des organisations syndicales d'un point de vue de l'organisation des travailleurs et
voilà, de l'opinion, et également institutionnelle dans cette montée de l'extrême droite, donc sur vos différents terrains, parce que nous en Europe, on a vu au sortir des dernières élections européennes une espèce de sursaut comme ça des organisations syndicales qu'on n'entend plus énormément par ailleurs depuis le milieu de l'été. Donc voilà, j'aurais aimé savoir sur vos terrains quelle a été leur place, leur rôle, et éventuellement les stratégies qui se dessinent pour eux. Merci. Ton voisin aussi voulait poser une question. Non, monsieur, tu voulais pas. Non, c'est bon, ok. Bah alors derrière, il y a une main levée, et puis on va déjà répondre à ces. Bonjour, merci pour l'organisation de cette conférence. Effectivement, on voit beaucoup ça met en lumière pas mal de ressemblances entre différentes situations à l'échelle nationale. Moi, ma question, elle s'adresse à Salvatore. Tu as évoqué le poids des masses, en fait, la remobilisation des masses qui sont soit dépolitisées, soit dégoûtées par des trahisons passées. Et ça nous intéresse aussi, militants français, de savoir comment est-ce qu'on peut sortir de cette conférence aussi avec des modalités d'action qui servent à réactiver en fait une demande populaire de gauche de rupture. Et est-ce que tu pourrais parler des expériences concrètes qui se sont passées en Italie? Je pense notamment à la mise en pratique du mutualisme conflictuel. Très bien, alors peut-être qu'on va commencer par... alors je crois que Charlotte, la première question était pour toi, sur l'Inde, et puis après on va faire passer le micro. Okay, merci. Merci beaucoup pour ces deux questions très pertinentes. Je vais essayer de faire très court pour laisser aux autres. Sur la vache sacrée, effectivement, en fait, c'est quelque chose qui a été les hindous n'ont pas toujours été végétariens. Il y a plusieurs siècles, ils ne l'étaient pas. C'est pour ça que le bouddhisme et le jainisme se créent en réaction à ça. Mais c'est quelque chose qui est instrumentalisé aujourd'hui et de plus en plus et qui devient un marqueur identitaire très facile. C'est très marketing. C'est facile. Et ça permet aussi à Modi de se présenter comme le gardien des vaches sacrées. Il ouvre des fermes pour les vaches et tout ça. Sur Indira Gandhi, et c'est lié à Indira Gandhi, ça va me faire rebondir sur la deuxième question qui est cruciale. Parce qu'en fait, que les fascistes soient fascistes et utilisent l'identité, c'est assez connu et c'est ce qu'on attend d'eux. Les premiers à avoir utilisé l'identité alors qu'ils n'avaient pas à le faire, c'est précisément Indira Gandhi qui était de gauche, du parti du Congrès, qui n'est plus rien aujourd'hui, qui ne se réinvente pas, qui ne produit pas d'idées, enfin bref. Donc Indira Gandhi, elle fait une campagne en 81 sur l'usage de l'identité musulman, chrétien, peuple des bois, Adivasi, bref, et hors caste, Dalit. Et ensuite, son fils Rahul Gandhi, pareil. Donc lui, il va jouer un coup l'identité musulmane, mais rigoriste, en fait, donc à s'allier sur des décisions un peu conservatrices religieuses, et parfois l'identité hindoue. Rahul Gandhi fait la même chose aujourd'hui, donc lui il cavale derrière le BJP avec le succès phénoménal qu'on observe, et donc il va se pointer dans tous les temples pour bien montrer qu'il est bien hindou. Ils investissent moins de candidats musulmans, etc. Donc en fait la gauche, qui n'est pas de gauche de fait, mais a complètement participé à ça. Donc vraiment, et c'est eux qui ont ouvert la fenêtre au débat. Un mot sur les syndicats. Chez nous, en fait, le problème en Inde, le problème des syndicats, c'est aussi la logique des castes. Et la logique de caste préempte souvent sur la lutte des classes. On en parlait ce matin. Et du coup, il y a déjà, de la part des partis politiques, il y a très peu, même les CPI et même les partis communistes, il y a très peu de liens en fait organiques entre les deux. Pourtant, ils n'ont pas de charte de Tours et tout ça. Mais il y a très peu de liens. Et en fait, il n'y a pas de conversion d'une colère populaire. C'est pour ça que je prenais le cas des manifestations agricoles qui n'ont pas porté leurs fruits en termes électoraux. Ça n'existe pas. Enfin, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas assez de cohérence, de lien entre les deux. Une seule chose sur l'international, parce qu'on voulait parler de ça, parce que vous avez beaucoup vu ce qui s'est passé en ce moment au Bangladesh, et c'est juste pour parler de la notion internationale de cette extrême droite fasciste. Le Bangladesh, en fait, vous avez beaucoup vu, entendu, sûrement, reprise par l'extrême droite française, qui avait des lynchages anti-musulmans en ce moment au Bangladesh. 64% des comptes internet qui parlent de ces lynchages anti-musulmans au Bangladesh sont des comptes indiens basés en Inde et tenus par des trolls hindouistes. Donc, vous voyez la petite connexion, et que donc quand les fascistes ici chez nous reprennent l'argument qui est en vogue notamment depuis le 11 septembre, mais du coup contre les musulmans, accusés de faire d'être terroristes toutes les 3 minutes et d'être contre tout ce qui n'est pas eux, c'est donc, on observe en ce moment en acte une internationale fasciste via les réseaux de communication. Voilà. Merci Charlotte. Je crois que sur la question effectivement que tu as posée, tout le monde peut répondre. Donc Cyrine et puis après Sur la question syndicale,
Aux États-Unis, la question syndicale est assez particulière, puisque c'est sans doute un des pays les plus hostiles au syndicalisme des démocraties occidentales, et que les syndicats qui ont connu une heure de gloire dans les années 30 et 40 étaient pour la plupart d'entre eux ségrégés, c'est-à-dire qu'ils étaient réservés aux travailleurs qualifiés blancs. Il a fallu tout le mouvement des droits civiques, qui a commencé précisément dans les années 40 et 50, pour obtenir ou la création de syndicats de travailleurs noirs ayant les mêmes droits que les autres, ou bien l'intégration des travailleurs de couleur dans les syndicats majoritaires. Ce qui a correspondu au grand moment de la vague antisyndicale aux États-Unis. C'est-à-dire qu'au moment où le syndicalisme pouvait être l'espace, je ne vais pas dire de réconciliation, mais disons d'un dépassement des hostilités historiques, anciennes, entre les Blancs, les immigrés et les Noirs, c'est à ce moment-là que l'ère de l'orthodoxie économique commence à liquider les syndicats les uns après les autres. Si bien que on a retrouvé une espèce, à partir de l'ère Reagan, qui a mis fin à ce qui restait de syndicats d'industrie, une espèce de fantasme de l'ouvrier syndiqué sans syndicat. C'est-à-dire que c'est créer un discours politique extrêmement efficace au sein du Parti républicain, inventant l'électeur mythique de l'ouvrier d'usine qualifié qui rend sa famille fière et heureuse, qui a des droits, qui peut payer une assurance santé, et que cet homme-là, eh bien, cette qualité de vie sociale, elle a été littéralement explosée en vol par l'arrivée en masse des immigrés après la réforme de 1965, par la concurrence de la main-d'œuvre noire qui a désormais les mêmes droits, etc., etc. Si bien que le syndicalisme a été à la fois le lieu de confirmation des hiérarchies raciales et en même temps, au moment où il pouvait devenir l'outil d'une solidarité qui dépasse les stéréotypes et les clivages anciens, il a été liquidé par l'âge néolibéral et le système économique mis en place par Reagan et par la suite. Une petite note peut-être positive. Les États-Unis connaissent un renouveau syndical extrêmement important et passionnant depuis à peu près 5-6 ans, mené par les travailleurs des services, et en particulier parmi les plus exploités que sont les travailleurs des plateformes, l'industrie du fast-food et du fast-food au sens large, c'est-à-dire j'inclus Starbucks. Ce mouvement syndical a pris le slogan 15 $ par jour, qui est l'augmentation du salaire minimum que les Américains voudraient augmenter, c'est-à-dire un doublement du salaire minimal. Or, il se trouve que la plupart de ces syndicats qui prennent la suite des syndicats des profs du secondaire sont majoritairement animés et peuplés par des Américains de couleur et les femmes. Les profs, les travailleurs d'Amazon, les travailleurs de Starbucks et tout ce mouvement de l'industrie McDonald's. Et que le Parti républicain est à la fois le parti qui est censé être le parti du petit peuple, du travailleur, de la conscience syndicale, celui qui va gratter la mine avec ses ongles, vous voyez, voilà. Et que, en réalité, le mouvement syndical qui existe n'a absolument aucune valeur à ses yeux. Et vous savez peut-être que le vice-président de Trump actuellement, qui s'appelle J.D. Vance, se présente comme le gars du petit peuple, il vient d'en bas, mais qu'il n'a que mépris pour le droit du travail. Pourquoi ? Parce que ceux qui portent la parole syndicale, ils sont basanés. Donc c'est pas le vrai peuple, c'est pas le vrai travailleur. Le prolétaire, il est censé correspondre à un critère particulier. Et comme dans le même temps, le Parti démocrate, comme le Labour en Grande-Bretagne, s'est assuré de ne surtout pas soutenir le mouvement syndical et d'être bien à distance de ce qui restait de ce mouvement ouvriériste, eh bien, il n'y a pas eu de défense véritable. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les États-Unis sont un pays à bas salaire et que le salaire est de 7 $ de l'heure. Je rappelle qu'il est de 15 $ en France et en Europe et qu'il n'a toujours pas été augmenté depuis le début des années 90, malgré l'inflation. Juste un détail, pour ceux qui vivent dans l'idée que les États-Unis sont un pays de cocagne, le prix de la tranche de pain de mie
a doublé depuis le Covid. Voilà. Et donc, on s'interroge sur Trump. Oui. C'est un exemple parlant. Salvatore, s'il va te revenir l'honneur de conclure, de répondre à la dernière question sur les syndicats, et je crois qu'il y a une question plus spécifique sur l'Italie du camarade. Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, je m'excuse parce que dans 10 minutes, c'est pas facile d'expliquer comment l'extrême droite a pris les gouvernements, mais en tout cas, il y aura, je fais un peu de publicité pour l'Institut de la Boétie, il y aura un livre qui va sortir justement sur l'extrême droite en septembre avec les éditions Amsterdam. Là, vous trouverez aussi un article que j'écris avec Aurélie Dianara, où tout est bien expliqué, mieux expliqué avec données et tout. Donc, si ça vous intéresse, vous avez compris que pour moi, c'est très important d'élier en fait ce qu'est un grand intellectuel italien qui s'appelle Franco Fortini, qui était lié aussi à l'analyse de Gramsci, disait la relation entre les fascismes visibles et les fascismes invisibles. En fait, en Italie, c'est très clair cette connexion, dans le sens qu'il faut être clair, pendant les dernières 30 ans, les réformes néolibéraux, la réforme des retraites, la réforme qui introduit la précarisation du travail, ce n'est pas les centres-droite qui l'a fait. La réforme de la migration qui a constitué un régime de clandestinité pour presque 4 millions d'immigrés en Italie, c'est les centres-gauche qui l'a fait. Donc vous comprenez bien que c'est un problème beaucoup plus large qu'avoir genre 15 enfoirés au gouvernement, 15 exaltés, c'est beaucoup plus profond. Juste pour vous donner une autre donnée qui pour moi est très importante, il y a 2 questions en Italie, dans les débats italiens, parce que vous savez, l'Italie, beaucoup plus que la France, pour une structure productive, pour une histoire, est beaucoup plus sensible aux questions internationales. Parfois, je vois les débats français, c'est plutôt genre, non, la France et le reste, c'est un peu, ne nous intéresse pas trop. Comme l'Italie a été un pays à la limite, pendant beaucoup de temps, a été beaucoup plus influencé des dynamiques internationales. Et donc, en Italie, c'est assez facile à voir que la vérité d'une politique interne, c'est la politique étrangère. Bon, on a 2 questions sur lesquelles les centres gauche et les fascistes, parce qu'en fait c'est des fascistes au niveau des formations idéologiques et tout, sont d'accord. C'est bien évidemment la guerre en Ukraine et la situation palestinienne. En particulier, les soutiens total, inconditionnel à Israël. Bon, je pense que ces 2 questions, on ne peut pas être antifasciste aujourd'hui sans poser ces 2 questions, sans se battre contre la guerre en Ukraine, sans se battre pour les droits du peuple palestinien. Parce qu'en fait, à ces niveaux-là, il y a une censure médiatique, il y a un silence total, même des politiciens du centre-gauche, qui sur cette question-là sont totalement alignés au centre-droite. Dernière chose, sur les syndicats, en fait, juste pour vous donner les cadres, en fait, c'est les principaux syndicats qui étaient les syndicats, la CGIL et les syndicats de gauche qui étaient liés au Parti communiste il y a 30 ans, a invité Meloni à parler au congrès syndical. Imaginez cette femme présentée comme le fascisme, la terreur. Je me souviens de l'histoire de mon pays et de ma famille. Les fascistes tuaient les travailleurs, tuaient les militants, ont tué les militants syndicaux jusqu'aux années 70. Ce n'est pas une histoire qui a terminé avec les fascismes. Bon, les principaux syndicats, soi-disant de gauche, a invité Meloni, qui vient de cette histoire, qui militait dans ces partis, à parler dans les congrès et tout s'est passé assez bien. Parce qu'il y avait un public sélectionné des cadres syndicaux qui vivent de l'activité syndicale, qui ne sont pas travailleurs et qui ont accepté les choix de la direction. Heureusement, et je viens toujours avec une bonne nouvelle, parce que sinon la réalité c'est un peu terrible à soutenir, il y a des expériences positives.
je dirais qu'en Italie, il y a même une nouvelle génération qui, avec la mobilisation sur la Palestine, est en train de prendre conscience. On a eu, cette année, c'était le maximum de mobilisation dans les dernières 12 ans, des sujets politiques qui avaient du mal, après la pandémie, à trouver des militants, parce que la pandémie a désocialisé beaucoup les gens entre eux sur la situation italienne. Vous savez, la pandémie a été très dure. Donc, ce n'était pas un problème que les gens n'étaient pas d'accord avec ce que tu dis. C'est un problème que les gens sortaient plus de chez eux, se rencontraient plus, n'étaient pas plus motivés à faire des choses. Là, avec les magnifiques, je dirais, exemples de résistance du peuple palestinien, là, les gens commencent à se réveiller en Italie. Et cette année, on a eu les maximums des mobilisations, d'occupations d'universités, au moins 30 occupations d'universités en Italie. Il y a des collectifs nouveaux qui sont nés grâce à la Palestine, qui veut dire beaucoup plus que la Palestine, grâce, par exemple, au fait que les gouvernements ont interdit les manifestations, grâce au fait que les gouvernements empêchent de parler de Palestine dans la société, sur les médias et tout. Donc, il y a une forme de résistance des nouvelles générations qui commence en Italie. On a des choses qui sont intéressantes. La première, les syndicats auto-organisés, les syndicats de base, les syndicats de lutte, sont en train de monter, de gonfler le nombre de participants. On a eu des luttes très importantes sur la logistique, menées justement par une composition des forces travailleurs, des travailleurs migrants, d'origine migrante, qui étaient beaucoup fort, qui a redoublé les salaires dans un pays où les salaires sont bloqués dans les dernières 30 ans. L'Italie, c'est la seule exception en Europe où les salaires ne sont pas augmentés dans les dernières 30 ans. Et vous savez, la moitié du temps, il y avait les centres gauche qui gouvernaient. Et donc, syndicats des luttes qui sont en train d'occuper la place du syndicalisme institutionnel, concertatif, cooptatif, en fait, avec tous les gouvernements. Deuxièmement, ces mouvements écologistes, comme par exemple les mouvements notables qui existent entre Turin et Lyon. Heureusement, la France insoumise aussi participe à cette lutte avec le député Gabriel Amar, qui vient souvent nous retrouver en Val Susa. En Val Susa, cette année, par exemple, les festivals et les moments de lutte ont été plus grands que jamais. Ça faisait du temps qu'en fait, on n'avait pas une participation pareille. Dernière chose, et je termine, il y a un mouvement qui s'appelle des maisons du peuple. En fait, Potere al Popolo pousse beaucoup la participation et l'enracinement au niveau social, parce qu'on ne peut pas changer cette société. On l'a vu même quand on a une vague populiste de gauche qui, dans une situation de rupture institutionnelle et de crise, tu peux prendre beaucoup de votes, mais on l'a vu avec Syriza, on l'a vu avec d'autres expériences avec la gauche européenne, on peut avoir des problèmes à changer en réalité la société parce que tu n'as pas les bases sociales où tout ça s'est construit. Notre idée à nous, c'est de construire en fait ces maisons du peuple en reprenant un peu l'expérience socialiste et communiste. Parce que la crise, il n'y a pas de réponse de la part d'État et des gouvernements à la crise. Et donc les gens voient empirer leurs conditions de vie. Ce que nous faisons à Naples, en Italie, dans ces maisons du peuple, est de construire des hôpitaux populaires, de construire des écoles populaires des langues pour les immigrés, pour les accueillir, en construire des réseaux de solidarité, trouver un boulot, trouver des avocats, tout gratuitement pour montrer aux gens en fait qu'une autre société est possible, non un jour très loin, mais on peut la construire dès maintenant. Merci beaucoup Salvatore, et vraiment ce dernier point est très inspirant. Je ne vais pas pouvoir prendre d'autres questions, je suis désolé, mais vraiment, en tout cas, parler de l'intervention populaire et des maisons du peuple, je crois que c'est quelque chose qui va vraiment nous donner un peu de baume au cœur pour conclure. Merci à tous nos intervenants, et puis on va clore cette conférence, puisqu'il y en a une autre à 17h30 que je suis sûr vous serez nombreux à vouloir voir avec Jean-Luc Mélenchon juste à côté. À bientôt.